Dans l'actualité de ce lundi 17 juin, le retour au pays du président de la République, Alassane Ouattara revient du Gabon où il avait pris part au New York Forum Africa. La rencontre autour de la croissance du continent africain s'est achevée hier. Elle commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. La journée de l'enfant africain célébrée annuellement le 16 juin a été observée ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien en appelle au respect du droit des enfants. Et puis cet autre massacre dans l'histoire de l'Afrique du Sud, souvenez-vous, il y a 52 ans, le massacre de Sharpeville dans le pays. L'événement a été commémoré par les camarades de lutte de Nelson Mandela au moment où le héros de la lutte anti-apartheid est toujours hospitalisé à Pretoria. Il est 20h sur les bords de la lagune Ébrié et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Une image pour commencer, celle du chef de l'État ivoirien, de retour dans son pays depuis cet après-midi. Le président Ouattara revient du Gabon où il a pris part au New York Forum Africa. La deuxième édition de ce rendez-vous s'est achevée hier. Elle a regroupé plusieurs chefs d'État. Sur place au Gabon, le docteur Alassane Ouattara a aussi assisté à la cérémonie de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville. À son arrivée, vous le voyez en image, ici à Abidjan, le président de la République a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement et plusieurs membres du gouvernement. Aussitôt arrivé, le président Ouattara a fait le point de son séjour gabonais, un séjour essentiellement meublé par le New York Forum Africa, mais aussi fait d'entretien entre lui et son homologue gabonais. Alassane Ouattara a aussi rencontré la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Je vous propose de l'écouter. Globalement, je dois dire que ce forum a été également une occasion de rencontre puisque certains ministres, tels que le ministre du Commerce, m'ont accompagné, ont pu prendre des contacts avec les investisseurs et ceci nous donne également un cadre donc d'initiation, si je puis dire, pour le forum Investir en Côte d'Ivoire que nous envisageons nous-mêmes d'organiser en début d'année 2014. J'ai également été choisi par la 12e promotion d'officiers donc de l'école d'état-major de Libreville. J'étais à la cérémonie de parrainage ce matin avec le président Ali Bongo Ndimba. Il s'agit de 59 officiers qui sortent de cette école de 18 nationalités, parmi lesquels 5 Ivoiriens, donc, qui ont reçu les épaulettes et les médailles. Et c'était une occasion de leur parler du rôle de l'armée dans nos démocraties naissantes et de l'obligation de militaires à faire en sorte de renforcer la cohésion nationale et de soutenir les institutions et les personnes qui les incarnent. C'était une très belle cérémonie. L'autre élément important de ce séjour a été la rencontre avec nos concitoyens. Ils sont au nombre d'environ 5400 au Gabon, de diverses régions, dans divers secteurs d'activité. Ils étaient nombreux hier soir quand nous les avons rencontrés après 20 heures et très enthousiastes. Ils ont été très heureux que nous ayons pu échanger sur les questions, les préoccupations qui sont les leurs, notamment les questions de logements sociaux au pays, les questions d'assurance, d'ouverture de comptes bancaires, de facilité de retour en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Nous les avons encouragés à prendre des dispositions pour retourner au pays compte tenu du retour de la paix et de la sécurité, mais également de l'embellie économique qui permet d'avoir des emplois dans différents secteurs. Je profite de cette occasion pour rendre hommage, féliciter le général Mangou pour le travail important qu'il fait à Libreville. Vous savez, le Gabon était un point très chaud pendant la période des élections présidentielles. Les Ivoiriens étaient particulièrement divisés, mais j'ai vu qu'avec sa présence, il a réussi à créer la cohésion entre nos concitoyens. Il y a une très bonne ambiance qui y règne et eux-mêmes l'ont reconnu qu'il a été très proche d'eux. Il a rencontré assez souvent les Ivoiriens, les différentes associations, pour les encourager à se retrouver,
à se rassembler, à se réconcilier. Donc c'était une belle occasion de lui rendre cet hommage. J'ai eu un entretien donc avec le président Ali Bongo Ondimba pour évoquer les questions de coopération bilatérale, mais également sous-régionale. Vous savez, les deux zones, la CEMAC, donc la zone BEAC, et l'UMOA, la zone BCEAO, sont deux zones qui sont arrimées à l'euro par le franc CFA. Nous avons eu de très bons entretiens par rapport à nos ambitions pour ces deux zones qui forment au total 14 pays. Et nous avons également parlé des questions de visa, la nécessité de renforcer le commerce, les échanges entre nos pays. Et surtout, nous avons évoqué ensemble la mémoire de deux grands chefs d'État, le président El Hadj Omar Bongo Ondimba et le président Félix Houphouët-Boigny, qui étaient donc des pères à nous, à tous les deux. Donc c'était un séjour mémorable, donc un accueil chaleureux, amical, affectueux. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, de réitérer tous mes remerciements, ma gratitude au président Ali Bongo Ondimba pour l'accueil chaleureux, pour toutes les marques d'attention, pour sa disponibilité et également pour sa grande amitié. Bon après-midi. À la tribune du New York Forum Africa, le président Ouattara a indiqué que l'Afrique réalise actuellement des performances économiques exceptionnelles dans un monde en récession. La rencontre de haut niveau autour de la croissance de l'Afrique s'est achevée hier. Le film de la cérémonie de clôture avec notre envoyé spécial à Libreville, Awa Touré. New York Forum Africa 2013, dernier acte ce dimanche 16 juin avec la cérémonie de clôture de cet espace de réflexion dédié au développement de l'Afrique. Pendant 3 jours, près de 700 participants, parmi lesquels des prix Nobel, des sommités de l'économie et des finances et des chefs d'État, ont mené des débats intenses et fructueux sur les conditions de l'émergence de l'Afrique, un continent qui dispose d'immenses ressources naturelles et qui connaît une croissance soutenue dans un contexte de crise internationale. L'Afrique, selon le président de la République Alassane Ouattara, est mieux entrée dans le 21e siècle qu'elle est sortie du 20e siècle. Pour lui, cet environnement favorable ne doit pas occulter les défis auxquels les pays africains doivent faire face. Notre continent demeure confronté à de nombreux défis et il nous faut faire en sorte d'assurer à nos populations une sortie de la pauvreté. Ce forum vous a permis de les évoquer. Je voudrais pour ma part m'appesantir sur 3 questions qui me paraissent essentielles. Il s'agit d'abord de l'industrialisation du continent, de l'intégration et enfin des questions de la jeunesse. La croissance africaine reste encore tributaire du poids des matières premières. Nous devons aller vers l'industrialisation. Et s'il manque quelque chose à notre continent, c'est la transformation de nos matières premières. Car il est essentiel de faire de la valeur ajoutée sur nos matières premières. Et ceci nécessite bien évidemment la mise en place d'industries et surtout d'industries performantes. L'Afrique est un marché en pleine croissance et nous devons faire en sorte de multiplier les échanges entre nos pays. Et d'ailleurs, voyez l'expansion de l'Europe, ensuite l'expansion en Asie. L'expansion dans ces continents est partie d'abord du commerce à l'intérieur de leur zone. Donc nous devons travailler à l'intégration régionale. Et ceci est indispensable car le potentiel de croissance est là. Et les potentialités, les opportunités sont nombreuses. L'intégration régionale nous permettra de lutter efficacement également contre les nouvelles menaces qui
malheureusement, hypothèquent nos efforts de développement. L'Afrique devra compter 2 milliards d'habitants en 2050, dont une importante population de jeunes, avec ses impatiences et son désir de modernité. Si la jeunesse est un atout économique majeur, elle peut vite représenter une bombe sociale face au chômage, à l'insécurité et à l'absence de perspectives et d'opportunités. L'embellie de nos économies nationales doit donc permettre de renforcer l'éducation et la formation de notre jeunesse et de créer des emplois conformes aux attentes de la jeunesse. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, hôte du New York Forum Africa, a relevé pour sa part que tous les indicateurs attestent de la capacité de l'Afrique à emprunter la voie de l'émergence. Les femmes africaines, la jeunesse africaine, les populations de notre continent méritent un nouveau leadership qui vise à placer le citoyen au cœur de l'action politique pour une société plus juste, solidaire, entreprenante, responsable, mais aussi démocratique. Conscient du rôle clé de la jeunesse dans nos stratégies de développement et du taux élevé, malheureusement, de chômage des jeunes en zone CEMAC comme en Afrique, la conférence des chefs d'État réunie en session extraordinaire à Libreville le 14 juin 2013, a décidé de la mise en place d'un fonds de 200 millions de dollars US destiné exclusivement à la création d'emplois jeunes. Pour l'organisateur du New York Forum Africa, Richard Atias, homme d'affaires franco-marocain, l'Afrique est appelée à devenir l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. Vous l'avez entendu, ce lundi, avant de regagner Abidjan, le chef de l'État ivoirien a aussi assisté à la cérémonie de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville, une promotion baptisée Alassane Ouattara. Le reportage d'Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, qu'accompagnait son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, a participé à la cérémonie de remise de diplôme à la 12e promotion des officiers stagiaires de l'école d'état-major de Libreville. La promotion Alassane Ouattara, qui compte 59 officiers de 18 nationalités, dont une femme. C'est la première fois, selon le ministre gabonais de la Défense, Pacome Rufin Onzonga, qu'un chef d'État, parrain de promotion, assiste à la cérémonie de fin de stage. Et pour lui, cette présence du président Alassane Ouattara témoigne de son attachement à la formation de l'élite militaire. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, le choix porté cette année sur votre illustre personnalité s'appuie sur votre qualité de grand homme d'État du continent, qui s'inscrit dans la recherche, la promotion et la sauvegarde, le maintien de la paix, tant dans l'ordre intérieur de votre pays que par votre précieuse implication dans les nombreuses crises qui entravent le développement de l'Afrique. Les 59 officiers stagiaires de l'école d'état-major de Libreville ont reçu leur insigne, les 3 premiers des mains du président Alassane Ouattara, de son homologue Ali Bongo Ondimba et de l'ambassadeur de France au Gabon. Parmi ces stagiaires, 5 Ivoiriens, les commandants Kofi Frank Hervé Aimé, Kwadio Apia Simon-Pierre, Kwaku Edo Guillaume et les capitaines Kwasi Yao Kofi Hervé et Yeo Yepezina Marius. Nous avons été 9 mois durant au cours d'état-major de Libreville. Nos impressions sont très bonnes, c'est vraiment une école d'excellence. Il faut y être pour vivre la compétition et pour vivre l'ambiance interafricaine qui existe dans cette école. Nous sommes très heureux d'arriver au terme. Le président de la République, Alassane Ouattara, parrain de la 12e promotion, a remercié le président gabonais Ali Bongo Ondimba et lui a exprimé les remerciements du peuple ivoirien pour ce choix qui consolide les liens d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. En étant ici,
dans votre beau pays, j'ai bien évidemment une pensée pieuse pour votre illustre prédécesseur, notre père, le président El Hadj Omar Bongo Ondimba, un grand homme d'État, un grand Africain, un compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. L'œuvre des présidents de Omba, Omar Bongo Ondimba et Félix Houphouët-Boigny nous interpelle sur la nécessité de préserver la paix et la concorde nationale, si nous voulons ériger nos pays au rang de pays émergents. Monsieur le Président, la diversité des nationalités rassemblées dans la promotion qui achève sa formation de haut niveau dans ce cadre de référence traduit l'effort de modernisation de nos armées et leur alignement sur les standards internationaux. Elle jette également les bases de la mutualisation de nos efforts en matière de défense. Elle milite en faveur de l'intégration de nos outils de défense et de sécurité dans un environnement géopolitique en pleine mutation. Les questions de sécurité sont au cœur de l'essor économique du continent africain qui s'affirme de plus en plus comme le foyer de la croissance économique mondiale. Même si cette émergence économique coïncide avec la baisse des conflits armés et avec la progression de la démocratie sur le continent, elle ne doit pas nous faire oublier que de nouveaux périls, tels le terrorisme, le trafic de drogue, la prolifération des armes, la piraterie maritime et la criminalité transnationale menacent d'embraser nos sous-régions, comme le prouve le conflit au Mali. Ces périls ne nous laissent d'autre choix que de renforcer l'intégration sous-régionale et les partenariats stratégiques inter-africains, notamment entre la CEDEAO et la CEAC, dont nos deux pays sont des acteurs importants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons protéger et développer nos pays. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba ont par la suite baptisé la place d'Armes qui désormais porte le nom du président Alassane Ouattara, avant de dévoiler la stèle de la 12e promotion. Toujours dans la série des baptêmes, l'amphithéâtre de l'école d'état-major de Libreville s'appelle désormais Amphi Ali Bongo Ondimba et la salle d'honneur, salle Alassane Ouattara. Fruit de la coopération entre le Gabon et la France, l'école d'état-major de Libreville est une institution nationale à vocation régionale créée en 2001. Elle forme les officiers africains du grade de capitaine à commandant aux techniques d'état-major en temps de paix et de crise. Retour dans la capitale économique ivoirienne, le nouveau rapport de la Banque mondiale sur la question du genre en Côte d'Ivoire a été présenté aujourd'hui à Daniel Kablan-Duncan, présentation faite par son représentant dans le pays, Madani Tall. Le chef du gouvernement a ensuite reçu une délégation de la commission consultative de l'Union interparlementaire pour les affaires des Nations Unies. La mission vient s'informer du travail des Nations Unies dans le pays et des interactions avec les autorités nationales. Alexis Ouetraogo. Seules 2 femmes sur 10 en Côte d'Ivoire ont une condition sociale correcte. Un chiffre alarmant qui intéresse la Banque mondiale. Elle vient de boucler un rapport intitulé « Être femme en Côte d'Ivoire, quelle stratégie d'autonomisation ?» La Banque mondiale, avec ses partenaires et un groupe de femmes leaders en Côte d'Ivoire, a sillonné l'ensemble des grandes régions de Côte d'Ivoire pour écouter les femmes de Côte d'Ivoire sur la problématique du genre, sur les difficultés, les perspectives et les solutions qu'elles souhaitent voir apporter
à ces problématiques. Le ministre nous a assuré sur les dispositions pratiques qui sont prises pour aider à la mise en œuvre donc, des recommandations qui découlent de cette consultation très large sur l'ensemble du territoire. Le rapport devrait être présenté ce mardi en atelier de validation à Abidjan. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a reçu l'Union interparlementaire, cette organisation mondiale des parlements des États souverains depuis 2007, de concert avec les Nations Unies, a mis sur pied la Commission des affaires des Nations Unies. Sa mission, regarder, examiner, discuter, s'informer et informer en vue de régler les différends entre États autrement que par la force. Cette commission a entrepris une visite en Côte d'Ivoire pour discuter avec les autorités, avec le gouvernement et voir le travail que les Nations Unies font sur le terrain, les interactions entre le Parlement, les agences des Nations Unies et le gouvernement, et surtout voir aussi l'expérience d'un pays qui est en train de sortir de crise et qui se construit et qui essaie d'édifier la réconciliation nationale. L'un de ses plus grands succès à ce jour reste la création de la Cour d'arbitrage de la Haye en 1899. Elle commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. La journée de l'enfant africain, célébrée annuellement le 16 juin, a été observée ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien en appelle au respect du droit des enfants. Francis Boifo. Selon l'enquête de santé EDS, environ 58% des enfants de moins de 17 ans ont effectué un travail dans le cadre domestique et près de 26% ont travaillé dans d'autres activités en complicité avec leur famille. Nous avons un enfant sur 9 qui ne vit pas, en tout cas dans sa famille biologique, un enfant sur 4 qui n'est pas déclaré encore à l'état civil et un enfant encore sur 3 est toujours victime de maltraitance. Au regard de ces chiffres, la présidente de l'association Le Parlement des enfants ivoiriens plaide pour le respect des droits des enfants. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Les enfants africains sont donc des hommes et des femmes d'avenir. Au-delà de nos différences, la cause de l'enfant nécessite que toutes les familles, les religions, les communautés s'unissent pour garantir le meilleur de ces êtres chers. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant évoque quelques raisons liées aux pratiques sociales et culturelles néfastes sur les enfants. C'est le cas des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, des abandons volontaires d'enfants et dans certains cas extrêmes, de crimes rituels d'enfants dits sorciers, d'enfants dits serpents, d'enfants porte-malheur. Ensemble, disons non à ces pratiques inhumaines et affligeantes pour nos enfants. Reconnaissant les efforts consentis par la première dame, Mme Dominique Ouattara, dans la lutte contre l'exploitation des enfants, un hommage lui a été rendu à cette célébration dédiée aux enfants à venir de la Côte d'Ivoire. La commémoration de cette journée de l'enfant africain a été le cadre d'une campagne de sensibilisation. Elle met l'accent sur l'élimination des pratiques sociales et culturelles néfastes qui affectent les tout-petits. Au nombre de ces pratiques culturelles néfastes, à la non-scolarisation de la petite fille, l'ONG internationale Save the Children et le Programme national de cohésion sociale ont uni leur voix à celle des enfants de l'école primaire Yopougon BAT Sikasso pour dénoncer justement ces actions et procédés. Plus d'un tiers des filles entre 6 et 11 ans n'est pas scolarisée. Ces inégalités déséquilibrent la société et constituent un frein important pour le développement. C'est la substance des messages à livrer par les différents acteurs. À côté de la journée de l'enfant africain qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976, il y a 7 autres massacres dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Souvenez-vous, il y a 52 ans, le massacre de Sharpeville dans le pays. L'événement a été commémoré par les camarades de lutte de Nelson Mandela au moment où le héros de la lutte anti-apartheid est toujours hospitalisé à Pretoria. Reportage. Soweto, 16 juin 2013. L'ancien township a été le théâtre il y a 37 ans d'un massacre qui marqua un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Ce dimanche, des marches étaient organisées comme chaque année pour commémorer ce jour où des centaines de collégiens et de lycéens sont tombés sous les balles de la police. Ils manifestaient alors contre l'imposition de la langue afrikaans dans l'enseignement. Les jeunes de Soweto avaient aujourd'hui une pensée particulière pour Nelson Mandela, toujours à l'hôpital entre la vie et la mort.
Un ancien camarade de lutte est venu commémorer le soulèvement. Ahmed Kathrada a été condamné à la prison à vie en même temps que Mandela lors du procès de Rivonia et interné à Robben Island. Il se fait le porte-parole de son ancien codétenu. Il a toujours dit qu'il était un individu, mais qu'il faisait partie d'un collectif de dirigeants. C'est très important. Il est lié à une politique et cette politique reste. Les commémorations du 16 juin rappellent aussi que Nelson Mandela n'est pas le seul héros de la lutte anti-apartheid et que des milliers de Sud-Africains se sont sacrifiés pour la liberté. Comme Hector Peterson, cet adolescent de 13 ans tué par la police, dont la photo a fait le tour du monde. L'indignation qu'a provoqué ce massacre a poussé la communauté internationale à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Ce fut le début de la fin pour le régime d'apartheid. Cette femme était là le 16 juin 1976. Voilà ceux qui ont permis que Madiba sorte de Robben Island. Le 16 juin a été décrété journée nationale de la jeunesse. Même si un jour Nelson Mandela n'est plus là, son combat continue. En bref, sachez que le début des épreuves orales du baccalauréat 2013 ici en Côte d'Ivoire et les épreuves écrites des examens professionnels est prévu pour demain, mardi. Autre sujet, Abidjan, bientôt capitale africaine de l'eau. La 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement se tient dans la capitale économique ivoirienne en novembre prochain. En attendant l'échéance, une délégation sera le jour prochain ici à Abidjan pour asseoir les bases de l'organisation du rendez-vous. Pour le moment, le représentant résident de l'agence, le professeur Théophile Niagne, situe sur l'enjeu du colloque l'éclairage d'Adama Koné. Encore une autre grande rencontre en terre ivoirienne. Il est question cette fois de l'eau. 1000 gouvernants et experts venant du continent africain et d'autres contrées du monde se retrouvent dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 23 novembre prochain dans le cadre du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. On va réfléchir sur comment trouver les moyens, les ressources pour combler les grands déficits, le grand besoin en financement que connaît le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. À Ouagadougou, on était 400, à Dakar 600 et en Côte d'Ivoire, on attend 1000 personnes pour ce grand forum. En fait, le choix de faire d'Abidjan la capitale de l'eau, le temps d'un forum n'est pas fortuit. Il relève d'une stratégie. L'élément principal, c'est que l'agence compte sur le leadership du président de la République pour mobiliser ses pairs autour de la question de l'eau et de l'assainissement. Pour une parfaite tenue de ce rendez-vous, une délégation de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement, EAA, séjourne à Abidjan du 19 au 21 juin. L'enjeu est de taille, permettre à 50 millions d'Africains d'accéder à l'eau potable à l'horizon 2015. Quelle est la réalité à l'échelle nationale? Au niveau de la Côte d'Ivoire, en matière d'eau potable, on est relativement bien avancé parce qu'on avance, les statistiques nous donnent des chiffres d'autour de 70% de taux d'accès. C'est la question de l'assainissement qui est préoccupante au niveau de la Côte d'Ivoire, à peine 25%. Au terme de la mission conduite par le secrétaire exécutif de l'agence intergouvernementale, Idrissa Doucouré, la mise en place d'un comité national d'organisation et l'adoption d'un plan d'action. Dans le centre du pays, un incendie s'est déclaré ce lundi, même vers 18 h au marché d'Indigo, une partie du grand marché de Bouaké. Heureusement, pour le moment, aucune perte en vie humaine. En revanche, les dégâts matériels sont importants, comme vous le voyez sur ces images, et la désolation se lit sur le visage des commerçants. Les soldats du feu ont essayé de lutter contre les flammes, histoire de préserver ce qui n'était pas encore consumé par celle-ci. On en reparle dans nos prochaines éditions avec nos équipes de RTI Bouaké. À l'étranger, 2 syndicats turcs ont appelé à la grève générale aujourd'hui, dont l'un des principaux syndicats de la fonction publique, qui compte 240 000 membres, dont 40 000 à Istanbul. Les organisations de médecins, d'ingénieurs et de dentistes ont également annoncé qu'elles allaient prendre part à cet arrêt de travail. Une manifestation a été prévue dans le centre-ville pour cet après-midi, ce qui permettrait de juger le soutien dont bénéficie ce mouvement au sein de la population. Car pour l'instant, il est très difficile de faire une estimation du nombre de personnes qui vont suivre cet appel. Et puis on termine en sport avec la première femme élue au comité exécutif de la FIFA. La Burundaise Lydia Nsekera est devenue la première femme dans l'histoire élue pour 4 ans au comité exécutif de la FIFA. En quelque sorte, le gouvernement du football mondial. C'est donc une première
première historique qui a eu lieu à l'île Maurice avec cette élection de cette femme dans l'organe décisionnaire de la FIFA pour un mandat de 4 ans. Voilà qui marque à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, RTI Sport. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.